Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence de presse consacrée aux nouvelles technologies du spatial et au Vendée Globe. Comment le spatial est utilisé pour sécuriser les skippers en course, comment l'excellence française et européenne dans le domaine est mise à disposition de l'épreuve et pour limiter donc le risque glace. On en parle aujourd'hui avec nos invités, nos intervenants, nos experts. Aujourd'hui, l'Agence spatiale française, le CNES, également l'Agence spatiale européenne, l'ESA et puis une entreprise spécialisée en observation de la Terre depuis l'espace, CLS, pour en parler depuis le musée de la Marine où nous sommes en direct aujourd'hui. On est avec vous, Franck Mercier, chef du projet Vendée Globe pour CLS. Bonjour Franck Mercier. Bonjour Maxime. Vous êtes le fournisseur officiel de données glace du Vendée Globe. On est également en direct avec le président du Vendée Globe et du conseil départemental de la Vendée, Alain Leboeuf. Bonjour. Bonjour Maxime. Avec également Hubert Lemonnier, le directeur de course du Vendée Globe. Bonjour. Oui, bonjour Maxime, bonjour à tous. Tout le monde est en place donc. Avant de vous interroger, Alain Leboeuf, un coup d'œil sur la carto pour savoir où en sont les marins ce matin au 23e jour de course. On voit que la flotte des 39 marins est scindée en plusieurs groupes. L'entrée et la tête de flotte avec Charlie Dalin, le skipper de Massif, est dans l'océan Indien, près bientôt des îles Kerguelen, avec des conditions musclées pour celui qui se trouve en 9e position. Déjà, Paul Meillat, par exemple, la première dépression australe, 55 nœuds ce matin pour les Rafales pour lui. Et puis, en approche du cap de Bonne-Espérance, c'est le groupe mené par Jean Le Cam, lui qui rencontrera des creux de 5 à 6 mètres au moment de franchir ce cap de Bonne-Espérance. Vous voyez que la flotte s'étale sur 8000 km entre Charlie Dalin et Sabi Veorej qui lui est au grand large des côtes brésiliennes, donc dans l'océan Atlantique. Voilà pour le point sur la course. Alain Leboeuf, on va parler d'espace de glace d'ici quelques instants, mais un mot sur la course justement. Voilà plus de 10 jours que les marins sont entrés dans l'hémisphère sud. Est-ce que ce Vendée Globe tient toutes ses promesses ? Oh, écoutez, Maxime, oui, toutes ces promesses, d'abord c'est une merveilleuse course, hein, on l'a vu depuis le début. 3 semaines de village où le public s'est affairé et était plus que satisfait, heureux, joyeux de voir ces bateaux, de voir ces skippers. Un jour de départ qui a été là aussi euphorique, j'ai envie de dire. Avec nos 40 bateaux qui se sont élancés et qui ont été encouragés par un public venu très très nombreuse. On a une mobilisation collective qui est assez impressionnante, un engouement populaire qui est complètement palpable, j'ai envie de dire. Alors désormais, côté course, même chose, le schéma est particulièrement passionnant. On a vu des vitesses dans l'Atlantique Sud qui sont inédites. On voit ces bateaux de dernière génération qui exploitent en fait pleinement le potentiel dans les conditions qui ont été les leurs sur l'Atlantique Sud. On a vu des records de vitesse qui ont été battus jour après jour. Et puis Cocorico, si on le veut, avec notre Sébastien Suimon, le groupe Dubreuil, donc notre Vendéen, qui détient maintenant ce record, 615,33 000 nautiques parcourus en 24 heures. On voit que tout va très vite. Les marins, on le sent aussi, naviguent jusqu'à la frontière de leur limite physique en quelque sorte. Là aussi, on voit que ce sont de belles courses avec des conditions de vie à bord qui sont sans doute extrêmes, mais qui vont sans doute aussi se compliquer dans les prochaines heures. Sans doute ce sera redit tout à l'heure, mais on voit que en arrivant dans ces mers du Grand Sud, eh bien les choses vont se compliquer. C'est un début de course en fait à l'image du Vendée Globe. Une prouesse technologique en même temps qu'une aventure humaine extraordinaire. Ça démontre une fois de plus bien que le Vendée Globe va pouvoir fasciner autant d'une édition à une autre, j'ai envie de dire. Alors maintenant, ça fait 10 jours que les premiers marins ont dépassé l'équateur, ont atteint cet hémisphère sud, avec la tête de course qui a franchi aussi le premier cap, celui de Bonne-Espérance. Eh bien, on va dire que tout commence désormais dans la grande difficulté pour nos marins, mais on va leur souhaiter le meilleur.
Et justement, Alain Leboeuf, vous parlez de ce sud, ce grand sud, c'est précisément pour cette zone géographique bien, que votre partenariat se poursuit avec CLS, partenariat historique dans la durée. Oui, voilà. Voilà une fois de plus un partenariat qui se fait à la mode vendéenne. La fidélité, on le dit beaucoup de Sodebo par exemple, on peut le dire avec CLS. C'est une entreprise pionnière hein, dont on est vraiment fier, pionnière dans la surveillance spatiale. Elle mobilise vraiment des moyens humains et technologiques qui sont exceptionnels et qui pour nous rassurent. Il s'agit en fait de veiller à nos aventuriers. On y tient tellement. La course sera belle si on protège chacun. Et donc ce partenariat historique, en fait, eh bien, pour nous est une grande fierté. Cette 10e édition, eh bien, témoigne de ce beau partenariat avec nos skippers désormais, ça y est, qui s'engagent dans ces redoutables mers du Sud, avec justement cette faculté de naviguer près de l'Antarctique. Mais en naviguant près de l'Antarctique, la surveillance des glaces est de toute manière cruciale. Et CLS eh bien, est ce partenaire qui va nous aider à bien réussir. Grâce aux satellites qu'ils détiennent, bien CLS va pouvoir cartographier en temps réel, et pour nous c'est tellement important, cartographier en temps réel les zones à risque, ce qui va nous permettre d'ajuster ces zones d'exclusion antarctique hein, que nous avons pu mettre en place, et puis bien sûr d'anticiper les trajectoires des icebergs. Eh bien, ces technologies de pointe vont sécuriser nos marins, assurent cette sécurité dont ils ont tant besoin, de telle manière qu'ils puissent, eux, se concentrer sur leur carte, se concentrer sur leur course, et c'est bien CLS qui nous permet justement d'obtenir une sécurité maximale. Alors je veux vraiment remercier au nom de toute notre organisation Vendée Globe, au nom du département de la Vendée, je veux remercier chaleureusement CLS et tous les techniciens qui y travaillent derrière. C'est un symbole de l'engagement pour la sécurité, un symbole de l'engagement dans le long terme. Nous sommes fiers de travailler avec CLS. Je veux le dire, le redire, l'affirmer et vous remercier. Merci. Alain Leboeuf, président du Vendée Globe en duplex, donc depuis la Vendée, le département et le siège du conseil départemental de la Vendée, parce qu'il est question de glace et d'iceberg, donc rien de tel que le témoignage de ceux qui ont été confrontés. Si le Vendée Globe en est à sa 10e édition, lui faisait partie des pionniers. Lui, c'est Monsieur Caporne, 12 Capornes franchis pour Jean-Luc Vandened, 2 podiums lors de l'édition 89-90, puis 92-93. Bonjour Jean-Luc Vandened, en direct avec nous depuis les Sables d'Olonne. Jean-Luc, vous nous entendez? On a une photo à vous montrer, une photo. Bonjour. Ah oui, je vous entends très bien. Une photo que vous connaissez par cœur, Jean-Luc Vandened, que vous auriez aimé ne pas prendre. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles conditions vous aviez pris ce cliché qu'on va voir apparaître et ce séjour dans un champ de mines, la roulette russe, ce à quoi vous aviez joué contre votre gré, hein, c'est votre expression lors du premier Vendée Globe en 89. Ben oui, dans le premier Vendée Globe en 89, en effet, on n'a pas de limite de glace, absolument aucune limite. Donc on se rapproche du pôle sud, on se raccourcit et moi j'étais descendu, le Cap Horn est 6 degrés sud, moi j'étais à 50, puis 60, puis 62, et à 62 sud, je suis tombé sur un champ d'iceberg assez important, tel que quand la nuit est tombée, j'ai eu l'impression d'arriver dans une baie du Pac. Je ne savais pas très bien ce qui se passait. Et donc, je me suis dit, mais il va falloir que je fasse demi-tour parce que je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Mais le temps de voile, de dire à grand voile et tout, je me suis aperçu qu'en toc, les passages, et je suis passé entre 2 blocs assez et totalement la vision d'un iceberg est très difficilement
des cibles parce que couleur, une couleur translucide qui n'a pas son équivalent dans la vie courante que l'on connaît. Merci Jean-Luc. D'un mot, parce que la connexion est un peu compliquée pour qu'on mesure bien justement les instruments de l'époque. Votre meilleur ami, c'était le thermomètre pour vous rendre compte qu'il y avait des icebergs, c'est ça? Oui, c'était pris une sonde de temps me disant que s'il y a des icebergs, la mer refroidirait énormément. Voilà. Mais en réalité, ça ne marche pas. Ça m'a été confirmé d'ailleurs par le commandant de sous-marin. Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a des zones interdites et qu'on peuvent descendre veulent. Heureusement qu'on connaît aujourd'hui, grâce justement à CLS, la position de ces îles, parce que quand même, quand solitaire, c'est d'assurer. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc Vandened. Pardon, mais effectivement, la connexion est un peu hachée. On a bien compris, en tout cas, ce témoignage qui glace le sang, évidemment, sans jeu de mots. On revoit évidemment ce cliché que vous aviez pris pour ces 48 heures dans ce champ d'iceberg par 62 degrés sud. C'est ce que vous nous racontiez. Merci pour ce témoignage. Aujourd'hui, on ne reverrait pas ce genre de photos. Et heureusement, Hubert Lemonnier, directeur de course, vous avez fixé une ZEA. C'est quoi une ZEA, justement, cette zone d'exclusion antarctique? Alors effectivement, on a fixé une ZEA, zone d'exclusion antarctique. C'est bien une zone interdite que les skippers doivent respecter. Et c'est en place depuis le départ. Et c'est une zone que nous pourrons modifier si nécessaire en fonction des détections que nous aurions. On va la voir apparaître sur le parcours d'ailleurs, hein, en blanc sur l'image d'ici quelques instants. Comment vous la fixez, cette zone, et surtout est-ce qu'elle est amenée à évoluer? Alors effectivement, cette zone, elle est fixée après une analyse avec CLS. Donc on travaille main dans la main avec Franck Mercier et son équipe pour définir une version de départ de cette zone. Donc au 4 novembre, on avait la première version. Les skippers, dans leur ordinateur de bord, sont partis avec le polygone que représentent les 72 points autour de l'Antarctique. Et donc ces points reliés par des segments constituent un polygone de sécurité. C'est bien une glissière de sécurité, j'aime bien dire. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est de ne pas descendre trop près des icebergs et de respecter avec de sécurité les détections. En gros, on convient de à peu près 2 degrés de latitude de sécurité. Et les bateaux donc, doivent respecter cette zone, sachant que nous, à la direction de course, notre mission, c'est bien la sécurité, et l'équité sportive. Donc ça veut dire qu'il y a des règles. Et donc cette zone d'exclusion antarctique, elle est inscrite dans les règles de course, dans les instructions de course. Et cette zone, donc, elle est modifiable. Elle est modifiable parce qu'en fonction des informations qu'on va recevoir au fur et à mesure de l'avancée de nos bateaux, on se rend compte qu'il peut y avoir des détections soit par image satellite, soit même in situ par des pêcheurs ou autres navigants qui seraient dans le coin. Mais aussi, il peut y avoir une descente de la zone des glaces en fonction de la non-détection. Donc, selon certaines règles, on peut modifier donc, cette zone d'Antarctique. Merci Hubert, vous restez évidemment avec nous en direct depuis le PC Course des Sables d'Olonne. Franck Mercier, chef de projet Vendée Globe pour CLS, on le disait, vous êtes le fournisseur officiel de données glace, la sécurité des marins avant tout. Est-ce que vous pouvez, avant de nous expliquer comment vous les détectez, ces gros glaçons, qui vous êtes? Une filiale du CNES, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Nous sommes une filiale du CNES, l'Agence spatiale française, et de la CNP, une société belge d'investissement du groupe Frères. Donc à CLS, nous développons des solutions satellitaires pour étudier et protéger notre planète et gérer durablement nos ressources. Nous sommes en grande partie des experts dans le domaine des données spatiales dédiées à l'observation de la Terre. Et nous fournissons des solutions satellitaires partout dans le monde, dans les thématiques de la gestion durable des pêches, de la surveillance environnementale, du suivi du climat ou encore de la sécurité maritime. Pour vous donner quelques chiffres, nous recevons quotidiennement les données de plus de 400 satellites. Et voilà, nous sommes un groupe international de près de 1000 personnes, dont plus de 450 en France, principalement à Toulouse, au siège.
Mais nous avons aussi un site à Lille, un autre à Binard et aussi à Brest en Bretagne. Et d'ailleurs, ce site de Brest accueille notre station Vigisat où nous avons 25 collaborateurs qui travaillent notamment sur la détection d'icebergs pour le Vendée Globe et aussi pour les maxi trimarans qui tentent le trophée Jules Verne. Voilà, on peut dire que l'accompagnement des grandes courses à la voile fait véritablement partie intégrante de l'ADN de CLS. Et parce qu'en effet, CLS accompagne les marins du Vendée Globe depuis la toute première édition en 1989, à l'époque en leur fournissant des balises Argos à la fois pour leur localisation et pour leur sécurité. Et c'est vrai que tous les salariés de CLS sont très attachés à cette activité et à ces services que nous fournissons au Vendée Globe. Donc CLS, la surveillance depuis l'espace de la Terre et de la mer, précisément, donc sur ces icebergs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites pour les détecter ? Mais en fait, le satellite, c'est l'unique moyen pour surveiller efficacement l'océan austral, qui est souvent hostile, hein, comme on peut le voir en ce moment pour les marins du Vendée Globe. Et donc, depuis 2008, à CLS, nous avons mis au point un service très complet de détection et de suivi des icebergs. Nous utilisons pleinement la complémentarité de toutes les technologies d'observation spatiale et des expertises métiers de nos ingénieurs, dont beaucoup d'océanographes, effectivement. Voilà. Alors, bien sûr, nous utilisons l'imagerie optique, mais cette technique est fortement limitée par la présence des nuages. Donc c'est pour ça que nous mettons l'accent sur les technologies radar qui nous permettent de détecter les icebergs aussi bien le jour que la nuit, et également au travers des nuages. Voilà. Alors là, on utilise l'altimétrie radar, hein, c'est vraiment une de nos spécialités à CLS, qui est normalement utilisée pour mesurer très précisément le niveau des océans. Mais en fait, nous avons détourné son usage pour identifier les principales zones à risque d'iceberg. L'autre technique radar que nous utilisons, c'est l'imagerie satellite, qui est vraiment totalement indispensable. C'est l'outil clé dans cette chaîne de détection. Et on tient à remercier l'ESA, hein, l'Agence spatiale européenne, qui nous a donné un accès privilégié au satellite radar Sentinel-1. Voilà. Et Yanis Faugère du CNES et Jérôme Bouffard de l'ESA vous en parleront un peu plus en détail dans quelques instants. Voilà. Et enfin, le modèle dérive également. Voilà, quand on a toutes ces détections, on a développé un modèle de dérive qui nous permet d'anticiper le déplacement de ces icebergs. Voilà, c'est très important. Et toutes ces informations, eh bien, en fait, elles sont synthétisées dans une sorte de cartographie des risques. Et c'est sur cette base de cette cartographie des risques que nous échangeons en étroite collaboration avec la direction de course pour définir et pour faire évoluer cette fameuse ZEA. Vous nous avez donné envie d'en savoir encore plus. On a tout compris. J'imagine que vous avez tout compris ici dans la salle au musée de la Marine et également vous qui nous suivez dans ce stream. Vous nous parlez du large. Eh bien, direction le large tout de suite parce que nous sommes en direct avec l'une des concurrentes dans ce Vendée Globe 10e édition, Samantha Davis, skipper d'Initiative Cœur, 4e participation. Bonjour Sam. Bonjour à tous. On voit que le bateau tape. Sam, quelles sont les conditions qui vous entourent? Première dépression australe. Est-ce que c'est un autre Vendée Globe qui démarre là? L'ambiance a changé. Ouais, l'ambiance a changé depuis... Attends, je vais mettre le micro un peu plus fort. L'ambiance a changé depuis plusieurs jours maintenant. Notre petit groupe avec Boris, Justine, Clarisse, nous, on a pris cette tempête qui est maintenant sur les premières il y a 2 jours. Plein dans le courant déjà glisse, c'était vraiment désagréable. Et du coup, depuis, je suis derrière la dépression dans la mer qui est un peu mélangée avec le courant les courants qui est autour de le cap de Bonne-Espérance. Des aiguilles. Et donc ça fait un mer vraiment dégueulasse. Donc c'est pas très agréable comme condition, mais quand même on avance bien sur la route, donc faut pas se plaindre non plus. Avec cette 11e position, ce petit groupe, la route est encore longue, rien n'est joué pour le classement. Non, rien n'est joué. J'étais contente de passer le cap de Bonne-Espérance 10e. C'était un peu... je me suis dit, il faut que j'essaie de tourner 10 à ce moment-là. J'ai fait juste. Les leaders, ils sont loin devant, ça c'est sûr. Mais comme tu dis, la route est encore longue et surtout sur cette partie-là. La preuve, il y a une nuit, c'était vraiment une nuit casse-bateau. Là maintenant il faut qu'on fait le tour de l'Antarctique le plus vite possible mais sans prendre des risques pas nécessaires du coup c'est une sorte de un deuxième course qui commence là
Et je suis contente de faire ça bien entouré avec Boris, Juju, Clarisse, avec un groupe, parce qu'au début j'étais un peu toute seule. Mais là c'est bien d'avoir des gens pas loin pour comparer les vitesses et les trajectoires. Sam, pour ton premier tour du monde, tu avais 23 ans. C'était un tour du monde en équipage. Les temps ont changé avec l'instauration des ZEA, les zones d'exclusion antarctique, pour vous protéger. Est-ce que c'est rassurant donc pour toi, d'autant que tu sais ce que c'est que de rencontrer un iceberg? Tu en avais vu un en 2008, c'est bien ça? Oui, j'ai passé juste à côté d'un iceberg en 2008. Pourtant, il y avait des portes de glace. Donc, c'était pas une zone contrôlée, c'était des portes de passage qui nous limitaient un petit peu notre latitude. Mais forcément, les détections étaient moins bien. Mais pourtant, j'ai bien échangé avec Franck et CLS là-dessus. Oui, à la fois c'était magnifique et effrayante parce que bien sûr nos bateaux, nos IMOCA qui vont vite, c'est les icebergs et prendre les risques d'avoir des collisions, c'est vraiment c'est vraiment débile. Donc j'étais émerveillée et en même temps j'avais la trouille pendant 3 jours après. Et j'étais bien contente de m'éloigner. Donc là, je suis contente qu'on a assez de travail avec CLS. J'ai pas mal appris avec eux parce que j'étais dans la cellule de recherche de Thomas Cogil sur une de ces tentatives de vacances. Et j'ai même passé à Brest pour bien comprendre comment ça marche cette détection. Ça donne confiance quand on est là ici, qu'on a une zone, on sait que c'est bien travaillé, c'est bien réfléchi et ça nous protège beaucoup. Sam, justement, tu parles de Franck Mercier, les équipes CLS qui sont présentes et qui ont une question à te poser, un message à te faire passer. Oui, bonjour Sam. Tout d'abord, félicitations pour ce très beau début de course. C'est vrai que, sauf erreur, comme tu l'as rappelé, sauf erreur de ma part, tu es la dernière concurrente du Vendée Globe à avoir croisé et photographié un iceberg pendant la course. Tu nous as expliqué quel était ton ressenti. Et moi, une des questions que je voulais te poser, c'est est-ce que finalement c'est quelque chose qui vous manque ou pas, ou vous êtes totalement rassuré de plus en voir? Parce que c'est vrai que ça fait partie un peu du côté aventure du Vendée Globe. Oui, c'est vrai que et j'ai eu de la chance parce que c'est quelque chose on ne tue pas un iceberg à côté de chez nous en France. Il faut aller loin pour voir ça. Ça devient de plus en plus rare en plus. Mais sur le moment d'une course en IMOCA, il faut mieux pas les avoir. Donc ça me manque pas sur un Vendée Globe. Par contre, j'ai le souvenir de mon passage de Cap Horn, le dernier passage de Cap Horn en 2023, qui était incroyable. Là, il y avait beaucoup de neige, donc on voyait du blanc partout. Ça me donnait envie, en fait, d'aller découvrir un peu ces pays froids ou la partie océan en tout cas. Ça me donne envie de voir les icebergs, mais pas depuis un IMOCA, plutôt depuis un bateau fait pour ça, qui a de l'eau chaude et un frigo. Sam, lors du dernier Vendée Globe avec Initiative Cœur, vous aviez sauvé 102 enfants. Est-ce que tu peux nous dire où vous en êtes, si tu as le temps de t'en occuper et de t'en informer, et comment on peut soutenir la cause? Oui, c'était incroyable le dernier Vendée Globe, 102 enfants. C'était avec le soutien du public parce que on a un mécanique qui s'appelle Un clic un cœur. Pour chaque nouveau follower sur les réseaux sociaux de l'Initiative Cœur, les chocolats du cœur, Vincianusi et Kéline, ils donnent tous 1 euro à la cause, à mécénat chirurgie cardiaque, pour sauver les enfants. À chaque fois, on arrive à 12 000 euros levés.
Ça fait un enfant, donc sa famille vont recevoir le coup de fil depuis Paris pour dire que leur enfant est venu en France pour faire opérer du cœur pour sauver sa vie. Et donc pour moi, c'est tout simple, il faut venir me suivre sur les réseaux sociaux d'Initiative Cœur. J'envoie plein de vidéos, des messages, des photos. J'espère faire des icebergs cette fois. Et puis, chaque fois, il y a des nouveaux followers, des partenaires, ils donnent de l'argent. Et du coup, plus il y a des commentaires, de l'activité sur les réseaux, le mieux c'est pour le projet et pour sauver les enfants. Et là, actuellement, je sais qu'on a dépassé déjà 50 enfants sauvés. Et avec toujours l'objectif de dépasser les 100 enfants sur ce Vendée Globe. Sauvés, et si j'arrive à faire ça, ça veut dire qu'on va atteindre notre cap de 500 enfants sauvés par le projet Initiative K dans toute l'histoire du projet, ce qui est incroyable. Donc je suis très fière de défendre cette cause. Ça me booste, même sur les journées difficiles, c'est chouette d'avoir un sens pourquoi je fais ça. Et je pense aux enfants et ça m'aide à traverser les moments difficiles. Merci beaucoup, Sam Davis, skipper d'Initiative Cœur. Très bonne course à toi, Sam. Merci à vous, bonne journée à tout le monde. Avec ce qui arrive donc pour Sam Davis, cette première dépression australe, elle qui est déjà dans l'océan Indien en 11e position, et cette cause qu'elle soutient, donc faire en sorte que les enfants puissent être opérés de malformations cardiaques en France avec mécénat chirurgie cardiaque qui ne peuvent pas l'être dans leur pays d'origine. Petit détour et petit crochet par le PC Course des Sables d'Olonne parce que c'était intéressant de l'entendre, Sam Davis, pour parler de Porte des Glaces. Hubert Lemonnier, c'était 2 éditions du Vendée Globe, c'est ça, hein, 2008-2012, ça a changé depuis. Alors oui, effectivement, les Portes des Glaces, c'était la première version de la sécurité iceberg, on va dire. Ça a commencé au tout début, donc en 2000-2004, on a mis des waypoints. Et 2014, la première version de la zone interdite. Donc ce n'est plus des portes, mais bien une zone d'exclusion. Donc ça a 10 ans. Ça a 10 ans, c'est donc Vendée Globe 2016 qui a pour la première fois mis en place la zone d'exclusion, puis 2020. Et donc cette première version de la zone interdite des glaces a été inaugurée, on va dire, en 2014 par la Barcelona World Race, qui était une course en double autour du monde. Merci, et donc cette première édition avec une ZEA pour le Vendée Globe en 2016. Vous restez évidemment avec nous, Hubert Lemonnier. Les marins, on l'a entendu avec Sam Davis, rassurés par la présence des sentinelles, comme vous, Franck Mercier, CLS, les yeux donc avec cette manière de fournir les données glaces pour la sécurité. On a envie de savoir comment ça fonctionne également. J'ai invité Yanis Faugère qui représente le CNES, l'agence spatiale française. Allez-y Yanis, vous êtes responsable des programmes océanographie au CNES, l'agence spatiale française. Donc, vous mesurez la hauteur de la mer. On a envie de savoir comment vous faites et en quoi ça aide à détecter les icebergs. Bonjour. Depuis plus de 30 ans, on sait mesurer la hauteur des océans avec une précision de quelques centimètres, ce qui est un défi puisqu'on sait que les satellites sont à plus de 800 km d'altitude. Et le CNES a été pionnier sur cette technique et a développé avec son partenaire la NASA les premiers altimètres dans les années 90. Donc la France, autour du CNES, a développé un vrai savoir-faire autour de cette technique, depuis la conception, la fabrication, l'opération des satellites et l'interprétation des mesures qui est faite à CLS. Ça veut dire qu'on vous renvoie des graphiques, par exemple, on ne parle pas encore de photos, c'est là-dessus que vous vous basez? Voilà, donc le but principal de cette technique, c'est de mesurer la hauteur de mer, donc de comprendre l'océan, mais une application inattendue, c'est aussi de la détection des icebergs. Alors, on va peut-être voir le signal qui est reçu par les satellites, qui est assez difficile à comprendre, mais il y a une grande richesse dans ce signal qui est reçu. On voit des vagues, on voit de la hauteur, on voit du vent, et on voit, ce qui est entouré en rouge, une petite signature qui est la signature des glaces flottantes dans le signal radar retour qui est mesuré par le satellite. Et cette mesure va nous indiquer la présence de glace
et va permettre à CLS de programmer, de demander des images d'autres satellites qui vont permettre d'affiner cette mesure. Donc le travail d'altimétrie grâce à ces satellites. Pour faire ce travail, vous disposez de combien de satellites ? Alors, il y a toute une constellation de satellites qui volent, une petite dizaine de satellites, ce qui est très important pour mieux observer l'océan avec une meilleure résolution et une meilleure visite temporelle. Dans le service Iceberg, il y a 5 satellites qui sont utilisés, un satellite franco-américain Jason, les satellites de l'ESA dont mon collègue va parler. Mais ça, c'est le satellite SWOT, c'est votre chouchou, c'est voilà, ça c'est le Qu'est-ce qu'il dernier. a d'innovant, de spécifique? Ça, c'est le petit dernier, et on voit qu'il mesure non plus un signal retour, mais bien une image de l'océan. On voit des fauchés. C'est comme si on avait des photos de l'océan, et c'est grâce à ce satellite-là qu'on voit pour la première fois, là, depuis quelques mois, le vrai visage des océans. Donc 5 satellites au total, dont ce fameux SWOT plus innovant. Derrière les machines, il y a des êtres humains, l'œil humain. Alors, c'est une donnée évidemment complexe, c'est une technique complexe, et derrière toutes ces données, il y a énormément de gens. Il y a des techniciens, il y a des ingénieurs, il y a des scientifiques dans les laboratoires, il y a des experts comme les experts qui sont à CLS. Et là, ce qu'on voit, c'est vraiment une image, c'est un zoom sur l'Antarctique de ce que mesure SWOT. Et ça, il y a 2 ans, on n'était peut-être pas capable de mesurer cette magnifique image à la fois de l'océan et des glaces de mer. Donc là, il y a vos experts qui travaillent dessus, sur l'analyse de ces clichés, et vous vous adressez aussi aux experts de demain, c'est ça ? Alors oui, donc sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement marin, c'est important. Et une manière de le faire, c'est en utilisant les bouées Argos, qui sont des instruments qui sont déployés en mer avec une capacité de mesure de la température. Là voici la balise Argos. Voilà, c'est un exemple. Mise à l'eau il y a quelques jours par Johan Richaume, qui était dans le trio de tête de ce Vendée Globe. Voilà, donc ça, c'est Johan travaille justement dans ce programme Argonautica qui vise à faire de la pédagogie autour de l'océan grâce à la collecte de ces mesures qui vont être déployées par les navigateurs et qui vont être collectées par satellite. Et donc derrière cette collecte de données, il y a des élèves, un groupe d'élèves qui va essayer de découvrir l'océan dans différentes parties du monde, essayer de comprendre l'océan. Le Vendée Globe, ça fait rêver, et nous on espère faire rêver aussi avec les données satellites et les données océanographiques et de faire rêver les jeunes scientifiques notamment. Donc ce programme Argonautica et les marins du Vendée Globe au service de la science en collaboration avec vous, le CNES. Merci beaucoup. Yanis Faugère pour ces mots, ces explications sur vos travaux, l'altimétrie, les différents types de satellites, donc avec le fameux SWOT pour l'analyse et les clichés qui sont ensuite décortiqués par vos experts. Première étape, l'altimétrie, on l'a compris. Franck Mercier, quelles sont les autres technologies qui sont utilisées ? Eh bien, on reste dans le domaine du radar, mais cette fois-ci avec l'imagerie radar, qui peut nous apporter véritablement une vue 2D, même si on a vu que SWOT tend vers cette fonctionnalité. Et ça nous permet de contrôler assez précisément s'il reste des icebergs devant le passage des bateaux. Voilà. Donc à CLS, pour détecter les icebergs, on utilise principalement 2 missions satellites d'imagerie radar, l'une canadienne, RadarSat 2, et l'autre européenne, Sentinel-1, qui fait partie du programme Copernicus, qui est opéré par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Et c'est ce que Jérôme Bouffard va nous présenter. Voilà. Avec l'ESA, d'ici quelques instants, on y viendra. Mais quelle est la différence entre les 2 satellites que vous évoquez ? Alors en fait, le satellite européen Sentinel-1, il nous permet une surveillance routinière de très bonne qualité sur de grandes surfaces, mais avec un plan de programmation qui doit être établi plusieurs semaines à l'avance. Le satellite canadien RadarSat 2, lui, il nous offre une grande réactivité pour programmer des images en urgence, si on a besoin de contrôler une zone à risque, ou ponctuellement pour venir compléter la couverture de Sentinel-1. Et par exemple, il y a une petite quinzaine de jours, nous avions des doutes avec des écho-radars un peu suspects dans les images de Sentinel-1, et donc nous avons pu reprogrammer des images RadarSat 2 en haute résolution pour venir contrôler cette zone. Et c'est ce qui nous a permis, puisque nous n'avons pas retrouvé les objets qui avaient créé ces petits échos suspicieux, ça nous a permis d'abaisser la zone à cet endroit-là. C'était lors du passage le 24 novembre. Hubert Lemonnier vous entend, vous regarde, Franck Mercier. Hubert, avec de telles analyses aussi pointues, ça donne de sérieux gages. On travaille en confiance, là, on imagine.
Effectivement, la direction de course que nous sommes, on travaille main dans la main avec CLS depuis un certain nombre d'années. On a une confiance totale dans l'expertise que nous fournit ce fournisseur et partenaire de choix, très très important pour nous. Personnellement, on est passionné par la technologie et cet aspect clé qui se déroule dans le sud, donc le Grand Sud où les bateaux ne vont pas souvent, il n'y a que sur le Vendée Globe, le reste du temps c'est des transatlantiques. Donc c'est un sujet majeur qui nous occupe, qui nous préoccupe. Mais la pertinence de CLS, l'expertise de CLS nous permet, en tout cas jusque-là, d'avoir de très bonnes informations qui sont acceptées par tous les skippers, ça c'est important aussi. La sécurité dans ces zones-là, elle est assez... on va dire qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments de sécurité pour s'accrocher. Donc en tout cas, on a envie de voir des icebergs en mode expédition-aventure, mais pas en mode course. Donc effectivement, les risques seraient trop grands. Et l'expertise qu'on a avec CLS est excellente, même si on sait tous que ce n'est pas une science exacte, qu'éventuellement il y a des dangers qui pourraient remonter. C'est pour ça qu'on parlait de RadarSat qui nous permet des images en dernière minute et qu'on va continuer à faire tout au long de la course, malgré le passage des premiers déjà au premier point de cette zone d'exclusion antarctique. Et c'est une conférence de presse, il y aura peut-être des questions justement sur la marge d'erreur ou pas d'ici quelques instants, mais en tout cas, Franck Mercier, une fois les icebergs détectés, encore faut-il les traiter pour vous, et là encore vous faites appel à l'œil humain? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à CLS, avec nos équipes brestoises et notre station Vigisat, en fait, nous avons une expertise unique en France en termes de détection des icebergs. À Vigisat, on a reçu, traité, analysé plusieurs centaines de milliers d'images radar, des images qui sont indispensables pour des services comme la détection des pollutions, la lutte contre les trafics et puis aussi la lutte contre la pêche illégale. Voilà. Donc les chaînes de traitement des images radar que l'on utilise sont opérationnelles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et toutes ces images sont analysées et vérifiées par les yeux des experts, par les yeux experts de nos analystes de l'équipe Vigisat. Et j'en profite pour les saluer d'ailleurs à cette occasion. Et si on parle précisément du Vendée Globe, ça fait combien d'images à analyser? Alors pour ce Vendée Globe, en combinant les images du Sentinel 1 et de RadarSat 2, ça fera à peu près 200 images que nous utiliserons. Voilà. C'est un nombre assez conséquent sur une période surtout aussi courte, mais ça se justifie pleinement d'une part parce que c'est indispensable d'assurer la sécurité des skippers et d'autre part parce que la zone à surveiller est quand même gigantesque. Donc là un rectangle égale une photo et vos amis brestois les analysent dans le détail, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Ok, merci beaucoup pour ces explications. Franck, sans ces satellites, rien ne serait possible. On a la chance, vous le disiez, Franck, il y a quelques instants, d'avoir à nos côtés Jérôme Bouffard de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Je vous laisse prendre le micro. Bonjour Jérôme, vous êtes responsable de mission Sentinelle 3 et Cristal, donc à l'ESA, allez-y, avancez-vous si vous le voulez bien. La mission Sentinelle donc, et ses satellites passent seulement pour le Vendée Globe, on l'a bien compris. Non, pas tout à fait. En fait, les satellites Sentinelle font partie d'un programme beaucoup plus large, le programme d'observation de la Terre Copernicus, donc qui est un programme européen qui vise à fournir différentes données d'observation multicapteurs pour des applications diverses et variées qui vont de l'agriculture en passant par la gestion des ressources naturelles, pour le suivi également du changement climatique et également pour la sécurité maritime. Et donc Sentinel-1, comme il était précédemment évoqué, est utilisé, donc c'est un satellite radar, SAR, et donc il y a la particularité donc, de voir de nuit comme de jour, de voir à travers les nuages, ce qui est particulièrement intéressant sur des zones où la météo est capricieuse, comme l'océan austral. Et donc ce satellite donc, permet de suivre donc, et de détecter les icebergs et les glaces de mer. Donc Sentinel-1 supporte le Vendée Globe depuis 2016. Ce partenariat a été renouvelé en 2020. Et en fait, malgré la perte de Sentinel-1B en 2021 due à une avarie à bord, l'utilisation du seul Sentinel-1A permet donc de continuer à identifier des zones à risque. En attendant le C ? En attendant, c'est tout à fait. Donc c'est un jour un petit peu particulier parce qu'en fait, une bonne partie de mes collègues sont à Kourou aujourd'hui en attendant le lancement de Sentinel-1C, donc sur Vega C. Donc on croise tous les doigts et grâce donc au lancement de Sentinel-1C, nous allons pouvoir restaurer une constellation à 2 satellites, donc ce qui permettra donc d'accroître la résolution spatiale et temporelle. Donc bien sûr, Sentinel-1 n'est pas seul, il est utilisé en synergie avec d'autres missions Sentinel, comme le satellite Sentinel-3, donc qui est également mon petit préféré, parce que je suis responsable donc de ce satellite, qui a pour particularité d'avoir à la fois des capteurs optiques et également des capteurs altimétriques, donc qui permet de mesurer divers variables, donc des variables d'état de mer, de hauteur de mer, d'épaisseur de glace, de vent,
Donc c'est un satellite, c'est un peu une sorte de couteau suisse de l'espace, donc qui est utilisé donc en synergie avec l'ensemble des autres missions Sentinelle. Donc ce qu'il y a d'un petit peu pas de particulier, mais qui fait quand même que l'Europe donc est au cœur donc de l'observation et de l'observation de la Terre depuis l'espace, c'est qu'en fait il s'agit donc de données donc gratuites, donc qui sont accessibles à l'ensemble de la communauté, donc à la fois open source, donc à la fois aux scientifiques, également aux sociétés telles que CLS, donc qui peuvent donc développer donc des outils innovants, donc pour assurer justement donc la sécurité en mer, ce qui est notamment le cas donc pour le Vendée Globe. Avec ces images donc du Sentinelle 1B, celui qui a connu quelques soucis, vous nous le disiez, en 2021. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, la Commission européenne, qui pense déjà aux futures générations de missions, et donc pour les prochains Vendée Globe. Ça vous fait plaisir, vous aussi, océanographe de formation? Ben oui, l'aventure continue, hein. On est déjà en train de préparer le futur. Donc le futur notamment en coopération avec la Commission européenne et EUMETSAT, donc l'agence d'observation météorologique européenne. Et donc je pense notamment au futur satellite Crystal, donc qui est le futur satellite donc polaire de la Commission européenne, donc qui est également un satellite altimétrique, mais donc qui aura pour particularité d'aller vers les hautes latitudes et d'avoir donc à bord une instrumentation, on va dire un peu plus dédiée justement à l'étude de la glace de mer et notamment à la détection des icebergs, et pas simplement la détection des icebergs, mais également caractériser donc l'épaisseur des icebergs. Donc ça sera quelque chose d'un petit peu nouveau par rapport à ce qu'on est capable de faire, donc pas simplement une photo prise de dessus, mais également la possibilité de mesurer l'épaisseur de ces icebergs. Je pense également à l'horizon 2032-2035 au Sentinel Next Generation, donc les futures générations de missions Sentinelle, donc qui auront des capacités accrues avec des capteurs optiques de meilleure qualité, avec également des radars, avec Sentinel 1 Next Generation qui sera également d'une qualité accrue, et notamment le satellite Sentinel 3 NG, donc Next Generation, qui sera basé justement sur une technologie, je vois justement SWOT à l'écran, qui sera, non c'est pas SWOT, qui sera basé sur une technologie... Attention, on parlait sous le contrôle de Yanis. En effet, donc qui sera basé un petit peu sur une technologie très proche de SWOT et qui permettra d'avoir donc une fauchée, donc une mesure donc altimétrique de meilleure qualité. Donc en effet, l'aventure continue, donc à la fois sur les années qui viennent et également sur les décennies à venir afin de supporter les futures éditions du Vendée Globe. Merci beaucoup Jérôme Bouffard, l'Agence spatiale européenne, pour ces explications avec les futures générations de missions et donc le Vendée Globe 2028. Oui, mais, mesdames, messieurs, il y a d'abord le Vendée Globe 2024 et nous sommes en direct avec l'un des marins en course, actuellement 28e au dernier pointage. C'est Guirec Soudé, le skipper de freelance.com. Guirec, nous entends-tu ? Quelles sont les conditions qui t'entourent? On voit qu'il y a des creux. À combien les estimes-tu? Dis-nous tout. Ouais, bonjour à tous. Écoutez, c'est marrant de vous avoir en ligne. Parce que là, j'arrive dans les 40e. Et en effet, conditions un peu musclées. Là, j'ai entre 30 et 35 nœuds de vent. Et j'avance entre 18 et 22 nœuds. Et j'ai maximum 4-5 mètres de creux. Et parfois, ça déferle. Donc voilà. Donc c'est chouette d'être ici. Mais il faut être prudent, hein. Tu es venu chercher ça. ouais, je suis venu chercher ça, en effet. J'ai eu la chance d'avoir vécu les mers du Sud en 2018 à bord d'un vieux bateau qui n'était pas vraiment fait pour ça. Et je m'étais promis de revenir avec un vrai voilier. Donc voilà, donc c'est vrai qu'à bord de freelance.com, je me sens un peu plus en sécurité. Mais voilà, ça n'empêche qu'on est en course, donc on pousse les bateaux un peu. Par précaution, j'ai préféré lever le pied parce que je trouvais que voilà, j'allais trop vite, que le bateau tapait trop. Et voilà, faut pas oublier que la première vraie raison, c'est de finir cette course et le classement, c'est totalement secondaire en fait, quoi. Et avec le cap de Bonne-Espérance, donc que tu es en train de franchir ou que tu vas bien nord et sud, même si c'est toi ton premier Vendée Globe, tu t'étais laissé enfermer, en tout cas laissé prendre par les glaces pendant 130 jours d'hivernage. On va voir quelques photos sur la banquise au Groenland avec ta poule Monique. Ça parle peut-être à certains et certaines qui nous regardent. On va voir les photos d'ailleurs apparaître. Qu'est-ce qui te fascine autant avec ces glaces ? Eh ben alors moi la glace, c'est vrai que c'était quelque chose de complètement nouveau la première fois où j'ai mis les pieds au Groenland.
c'était en 2014 avec 2014-2015 avec mon voilier Vinex. Et en fait, j'avais vraiment l'impression d'être sur une autre planète, quoi. Et c'était fou de pouvoir naviguer à travers les glaçons, de se savoir tout petit, vraiment très impuissant, complètement isolé. Et c'était des souvenirs incroyables. Et c'est vrai que j'ai qu'une envie, c'est de retourner dans la glace. Mais bon, pas à bord de ce bateau-là, hein, quand même. Ouais, tu nous dis comme Sam Davis tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous raconter aussi cette rencontre en 2018 par 56 degrés sud avec une île de glace, une île fantôme? C'était ton expression à l'époque. Ouais, complètement. Alors, je me souviens très bien. Donc, j'étais un petit peu tard dans la saison. J'avais quitté l'Antarctique, puis la Géorgie. C'était à peu près mi-mars. Donc, un peu tard pour être dans les mers du Sud. Toujours avec le même bateau qui n'était pas vraiment fait pour ça. Et en fait, sur mon radar, je vois quelque chose se dessiner. Et je comprends pas, mais parce que je regarde la cartographie, je me dis, mais il y a pas d'île, il y a rien de tout ça. Et en fait, c'était un morceau de glace, mais immense, immense, qui s'est décroché de l'Antarctique, qui faisait 250 km², donc soit deux fois et demi la taille de Paris de mémoire. Et donc j'ai dû le contourner en passant au vent, parce qu'évidemment sous le vent ça crachait beaucoup de glaçons, de growlers et tout ça. Et c'est vrai que c'était très impressionnant et un peu terrifiant aussi, on peut le dire, quoi. Et désolant. Et l'image est impressionnante et terrifiante aussi pour beaucoup qui te regardent, toi, alors que tu discutes comme si de rien n'était avec le sillage et ces creux de 4 mètres derrière toi. Franck Mercier de CLS a une question pour toi. Ouais, bonjour Guirec, félicitations aussi pour ce beau début de course. Et lors de tes précédentes navigations, en fait, tu n'étais pas complètement en solitaire puisque tu avais Monique, ta poule, qui t'accompagnait. Et là, qu'est-ce que ça fait d'être vraiment totalement en solitaire et n'avoir personne à qui parler comme ça au quotidien? Bah ouais, c'est sûr qu'en effet, il y a Monique n'est plus là, mais c'est vrai que voilà, avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, au final, on est plus totalement seul. Avec Monique, voilà, avec elle et moi, souvent coupés du monde. Mais c'est vrai que voilà, j'ai personne de vivant sur le bateau, mais je fais des belles rencontres. Je vois mes premiers albatros, j'ai vu des cétacés. Donc c'est chouette aussi, et c'est vrai que voilà, si j'avais dû emmener Monique sur ce bateau, ça aurait pas été très sympa, parce que même s'il est grand, il faut reconnaître qu'il est pas très confortable, hein. Merci beaucoup. Un mot sur les prochaines heures, comment tu les vois pour conclure, Guirec? Eh ben là, plus ça va aller, plus les conditions vont diminuer, vont être un petit peu plus clémentes. Mais voilà, maintenant on sait qu'on arrive dans le train des dépressions et qu'elles vont s'enchaîner. Donc voilà, il va falloir être vigilant. Il fait un peu plus frais aussi. Moi j'ai pas de chauffage à bord, donc tout est déjà un petit peu humide. Mais voilà, je suis conscient de la chance que j'ai de pouvoir participer à cette course qui est le Vendée Globe. Donc là, moi je profite de chaque seconde et je suis l'homme le plus heureux du monde dans ces mers du Sud. Eh bien, merci. On partage ton bonheur depuis la Terre. Merci beaucoup, Guirec Soudé, skipper de freelance.com, d'être intervenu ce matin dans cette conférence de presse. Merci, Guirec. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. 28e position pour Guirec Soudé. Donc, ça y est, au-delà des 40e rugissants. Et on va le laisser retourner à la manœuvre. Franck, votre travail pour le Vendée Globe avec la détection, l'analyse des zones susceptibles d'héberger des icebergs. Il a commencé quand, ce travail? Eh bien, en fait, nous avons commencé en juillet, avant même que la banquise autour de l'Antarctique ne commence à fondre et à libérer les nombreux icebergs qu'elle emprisonne. En fait, plus tôt on commence l'observation et mieux on va connaître la dynamique de déplacement de ces zones d'iceberg. Donc on peut identifier des zones à risque et suivre leur évolution. Début septembre, on avait déjà une vue assez globale et relativement précise, ce qui nous a permis de proposer à la direction de course une toute première version de la zone d'exclusion. Et depuis, nous avons multiplié nos observations et nos analyses, notamment grâce aux images satellites radar que l'on a programmées devant la route des skippers avec une dizaine de jours d'avance à peu près. Voilà. Avec ce travail également, ils en sont où là, les marins au Kerguelen, on le disait? Donc oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, les leaders sont en approche de Kerguelen et pendant que je vous parle, en ce moment, donc ils ont des trajectoires assez éloignées de la zone d'exclusion antarctique, non pas parce qu'ils ont
peur des icebergs, mais c'est en raison de la tempête, hein, on a pu voir des images à l'instant, donc en raison de cette tempête qu'ils affrontent et puis qu'ils essaient d'éviter, quoi. Voilà. Pour nous, ce secteur de l'océan Indien, en fait, c'est probablement le plus délicat à contrôler parce que les eaux sont très froides et les icebergs qu'on trouve dans cette partie-là, ce sont des résidus de toute petite taille des icebergs qui ont voyagé depuis l'océan Atlantique. Voilà, et ils deviennent à peine détectables par nos moyens d'observation. Voilà. Hubert Lemonnier, vous nous expliquiez tout à l'heure le principe de cette ZEA avec la glissière de sécurité, c'était votre expression. Dans le détail, comment est-ce que vous la placez, cette ligne ? Alors, dans le détail, c'est bien 72 points écartés de 5 degrés de longitude qui forment donc ce polygone de 360 degrés. Et donc, ces points-là, on les positionne au plus juste selon la marge de sécurité dont je parlais un peu plus tôt pour être suffisamment loin des détections. Et en même temps, on a le droit de la modifier, comme je vous disais, parce que bien évidemment, si on veut réduire vers le sud ou augmenter vers le nord la zone, en fonction des détections, il faut qu'on puisse le faire pour des raisons de sécurité. Donc ça veut dire quand même qu'elle est modifiable. On l'a modifiée historiquement. En 2016, on l'a modifiée 9 fois. On a modifié 40 points. En 2020, on l'a modifié 5 fois. On a modifié 52 points. Et là, en 2024, comme le disait Franck, on l'a déjà modifié. On est déjà à la version 3. On a modifié 13 points. Et en général, on la modifie jusqu'à fin décembre, avant le passage des premiers du point Nemo ou à quelques jours du Cap Horn, pour pouvoir être au plus juste pour la flotte. Et à ça, donc, on fera aussi des pose ice, c'est-à-dire qu'on va faire des photos, des analyses satellites sur des images, sur des passages où on estime qu'il y a un danger pour l'arrière de la flotte. Et là, à ce moment-là, on communiquera ça au bateau. Hubert, il y a la sécurité, mais vous ne perdez pas de vue non plus le sportif et la stratégie pour les marins. Ça a une incidence. Oui, effectivement, c'est hyper important que la sécurité soit là, mais que l'enjeu aussi, le sportif, la stratégie, soit le plus libre possible. Donc le Vendée Globe, c'est une course aussi d'aventure, une course de liberté. On n'a pas envie qu'il y ait beaucoup de contraintes et que les skippers puissent s'exprimer. Mais il y a quand même, pour la sécurité, il y a quand même des zones interdites. Il y a 11 zones interdites, donc sur 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les DST, donc les zones de trafic commercial, où il y a les cargos qui naviguent. Et donc là, on a décidé de le mettre en zone interdite. On a également les zones de protection de biodiversité, avec 2 polygones de zones interdites. Et la 3e zone, donc la 3e type, c'est bien la ZEA, qui est on va dire la zone interdite majeure, avec cette immensité. Et donc, ça veut dire que cette zone, sportivement, on essaye de la mettre au plus juste, au plus court de la route théorique. Si on ne mettait pas de zone d'exclusion antarctique, le parcours ferait 22 500 milles. Là, en l'occurrence, il en fait un peu plus parce que on impose cette zone à respecter, à laisser à droite, à tribord de tous les bateaux. Et donc, c'est bien un enjeu aussi de stratégie parce que plus on est haut, plus on est dans la zone des anticyclones, des hautes pressions, et moins on peut permettre aux bateaux d'aller chercher du vent au sud, dans ce grand sud, là justement, océan Indien et Pacifique, où on sait que les fronts se déplacent d'ouest en est. Donc il y a un curseur à mettre, on essaie de le mettre au plus juste pour la sécurité et l'enjeu sportif. Et c'est pour ça que Jean-Luc Vandenette voulait aller plonger le plus au sud pour raccourcir la route. Donc c'est aujourd'hui interdit. Franck, qu'avez-vous programmé pour détecter les icebergs les plus menaçants ? Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la position de cette ZEA, cette limite des glaces, elle est ajustée juste devant le leader. Et ça restera la même pour tous les concurrents jusqu'au dernier, qui pourra avoir plusieurs jours, enfin surtout plusieurs semaines de retard sur le leader, au niveau du Cap Horn par exemple. Mais en fait, pendant ce temps-là, les icebergs, ils dérivent au gré des courants. En moyenne, c'est à peu près une vingtaine de kilomètres par jour. Et certains peuvent se rapprocher de la zone d'exclusion. Donc dans ce cas, il est important de réactualiser notre connaissance de la situation des glaces, donc en faisant dériver les icebergs par notre modèle, et puis surtout en programmant de nouvelles acquisitions satellites radar sur le parcours, si nous jugeons que certaines zones deviennent à risque, et comme nous venons le faire, comme nous l'avons fait là actuellement au sud des îles Marion, Prince-Édouard, qui ont déjà été dépassés par les leaders, mais pour lequel le reste de la course va bientôt arriver. Donc là, on vous voit à l'œuvre en train d'analyser ces derniers clichés. Depuis le début de la course, qu'est-ce que vous avez observé, des différences avec les autres éditions ou pas ?
Alors cette année, c'est un petit peu moins favorable qu'en 2020, mais c'est finalement assez proche de la situation de 2016. Voilà, nous avons beaucoup d'icebergs dans l'océan Atlantique, dont certains sont remontés assez nord, hein, jusqu'à plus de 1000 km au nord de la latitude du Cap Horn, donc c'est quand même assez haut. Dans l'océan Indien, c'est une situation qui est relativement favorable. Nous avons détecté moins d'icebergs que les hivers précédents. Et au moment où je vous parle, en fait, on regarde le Pacifique, où pour l'instant la situation est relativement standard, parce que nous n'avons pas en fait de gros icebergs tabulaires géants qui se seraient échappés et seraient dans le plein océan à relarguer des petits morceaux. Voilà. Alors justement, les petits morceaux, on va y venir, mais quand ils sont détectés, ces gros icebergs, d'abord, que faites-vous ? Oui, déjà, la première chose, c'est que nous prévenons la direction de course, c'est fondamental. Et puis ensuite, pour les suivre, chaque iceberg qui est détecté, on lui attribue un identifiant et on l'injecte donc dans ce modèle de dérive et de fonte que nous avons développé à CLS. Voilà. La taille minimale, justement, des icebergs que vous pouvez détecter, alors, combien ? On détecte des icebergs dont la longueur fait à peu près 80 mètres de long. Pour vous rendre compte, c'est à peu près la taille de Fort Boyard. Exceptionnellement, on peut descendre jusqu'à des icebergs de 25, 30, 40 mètres avec certaines images haute résolution, mais ça dépend aussi des conditions d'état de mer au moment de l'image. Voilà. Et donc, mais vraiment, voilà, le principe, c'est que si on a un doute, on n'hésite pas à recommander des nouvelles images. Donc Fort Boyard, vous le repérez, mais comment vous faites pour les growlers, les petits glaçons qui entourent Fort Boyard ? Et oui, justement, ces growlers, ces tout petits morceaux, on n'est pas capable de les détecter. Donc il faut anticiper et deviner leur présence. Donc ces growlers, c'est le résultat final de la fonte et de la dislocation des plus gros icebergs. Ils sont très dangereux effectivement pour les bateaux parce qu'ils sont à peine visibles, hein. Même avec les moyens du bord du bateau, c'est quasiment impossible de les détecter. Et là, c'est vrai que notre modèle de dérive est intéressant car il permet de simuler cette dérive et d'anticiper un petit peu cette présence de growlers. Voilà. Avec forcément l'information qui est transmise, que vous nous disiez tout à l'heure, au PC Course directement au Sable d'Olonne. Et c'est là qu'on rejoint Hubert à nouveau. Hubert, vous recevez des messages d'alerte, c'est bien ça ? Comment ça fonctionne ? Ouais, exactement. On est à la direction de course. Là, on est en lien avec Franck Mercier et son équipe, avec CLS, assez fréquemment. On reçoit une alerte sur une imagerie. On convoque une réunion avec tous les membres de l'ADC parce que c'est un sujet qui nous passionne tous et qui nous concerne, bien sûr. Et ensuite, l'étape d'après, ça sera de modifier ensemble cette zone des glaces. Cette zone des glaces, une fois qu'on s'est mis d'accord sur la manière de modifier le point, il y a des règles qui régissent donc la modification de la ZEA. C'est assez compliqué, mais à ne pas perdre de vue en tout cas. Et en gros, un bateau qui a le leader qui arrive sur un point que l'on souhaite modifier, on pourra modifier ce point-là seulement à 30 degrés de longitude à l'ouest de ce point ou à 15 degrés de latitude de ce point. Donc c'est les deux contraintes qui nous obligent à faire respecter cette modification de point. Si le leader passait cette distance au point à modifier, on ne pourrait plus modifier la zone. Et une fois que la zone est modifiée, elle est bien modifiée pour toute la flotte. On ne pourrait pas avoir un parcours différent pour tous nos skippers. Et donc, cette zone des glaces, une fois qu'elle est modifiée, elle devient une version 2, 3 ou 4. Donc, comme je vous disais, on est arrivé à la version 9 en 2016, ou à la version 5 en 2020. Et donc, cette modification, nous, ce qui est important, bien sûr, c'est que les skippers la reçoivent, acquiescent la réception, parce que sinon, ça voudrait dire que le message n'est pas bien passé, et donc un skipper pourrait observer la mauvaise zone des glaces et potentiellement rentrer dans la zone des glaces, puisque on l'a dit tout à l'heure, la version 3 sur laquelle nous sommes à date est plus au sud que la version de départ. Donc on a baissé cette zone, mais il faut bien que tout le monde le sache. Et une fois qu'on a reçu ça, eh bien effectivement, ils doivent respecter cette zone. Et si jamais ils ne la respectaient pas, il y a bien des règles de course qui régissent aussi cette zone d'exclusion et qui pénaliseraient. Donc on s'expose à une pénalité si un skipper ne respectait pas la zone des glaces. Donc c'est le principe de l'équité, hein. Vous en discutez de ces infos reçues par CLS. Vous êtes 5 à la direction de course avec Jacques Caraès, Claire Renaud, Pierre Hayes, Fabien Delahaye. Et ensuite vous leur envoyez les infos au même moment, c'est bien ça ? Effectivement, c'est une décision collégiale. On est en général assez d'accord là-dessus, avec Franck surtout et Jimmy à Brest. Enfin, je salue toute l'équipe également avec qui on travaille main dans la main pendant cette période du Grand Sud. Et puis après, une fois qu'on est d'accord, Franck
modifie ces quelques points, fait les documents qui sont diffusables ensuite à la flotte. Donc on utilise des KML, on utilise des tableaux Excel. Nous, on modifie les règles de course, donc les instructions de course. Ça fait l'objet d'un avenant aux instructions de course puisque c'est une modification du parcours. Et ensuite, donc, on met ça à disposition des skippers qui nous confirment réception de cette zone et ensuite qui intègrent les fichiers que nous produisons dans leur machine, dans leurs ordinateurs de bord. Un dernier mot, Hubert, si on se projette là pour conclure, comment vous voyez les prochains jours, voire les prochaines semaines de course? Alors les prochains jours, on sait, ils vont être assez musclés pour la tête de la flotte qui donc vise pour les premiers la partie Hamza qu'on appelle, donc en accord avec les autorités de sauvetage australiennes. On a la zone des glaces qui remonte au sud de l'Australie. Donc ils visent ça, ils vont y arriver très vite. Et ensuite, ça va être certainement longer cette zone et redescendre ensuite Nouvelle-Zélande, Point Nemo et le Pacifique. Alors là, on travaille donc avec CLS sur l'analyse de ce qui va se passer, mais ça va être passionnant parce qu'elle est quand même relativement ouverte. Et contrairement aux portes qu'on avait dans le passé, la zone d'exclusion antarctique permet un peu plus de liberté, je pense, pour aller chercher les vents et les dépressions qui emmèneraient les bateaux le plus vite au Cap Horn. Merci Hubert Lemonnier en direct depuis le PC Course au Sable d'Olonne. Franck Mercier, votre mission, elle s'achèvera une fois le Cap Horn franchi par le dernier concurrent, c'est ça? Ou pas? Pas exactement. Alors en fait, depuis le début de la course, on a détecté déjà plusieurs milliers d'icebergs, dont plusieurs dizaines assez proches de la ZEA. Bon, qui sont quand même tout de même suffisamment loin de celle-ci pour pas qu'on ait eu besoin de la relever jusqu'à présent. Mais en ce moment, nous surveillons effectivement le Pacifique en prévision de l'arrivée des leaders, mais aussi l'océan Indien pour la deuxième moitié des concurrents. Voilà. Donc on apportera sans doute des modifications à la ZEA dans le Pacifique, ça dépendra du résultat des images tout simplement. Mais on sait déjà que nous avons une zone à surveiller après le Cap Horn, puisque à l'est des îles Malouines, Falklands, nous avons déjà détecté des icebergs que nous surveillons de près et voilà, ça va réduire un petit peu le passage pour les skippers à la sortie du Cap Horn. Mais voilà, c'est pas totalement terminé au moment du Cap Horn. Et ensuite, bien sûr, on continue d'assurer la sécurité également pour les derniers concurrents. Donc notre suivi des glaces, on va le faire pour le Vendée Globe, je pense à peu près jusqu'à fin janvier, parce que c'est probablement à cette date-là que le dernier concurrent sera sorti de cette zone à risque. Avec, encore une fois, et vous l'avez bien compris, ces rectangles qui correspondent à une photo qui est analysée, chaque photo donc par un œil humain du côté de Brest avec Vigisat. Merci beaucoup. Franck Mercier, merci à vous pour ces explications. Merci Hubert Lemonnier, directeur de course. On vous libère pour aller retourner sur vos ordinateurs pour assurer la sécurité donc de ces marins en course, de 39 marins dans le Vendée Globe. Merci à toutes celles et ceux qui sont intervenus pendant cette conférence. Les skippers, Sam Davis, Guirec Soudé également. Merci à Jean-Luc Vandened, Yanis, Jérôme donc d'être venu nous expliquer tout cela. Le Vendée Globe, épreuve sportive où se mêlent donc la science, la géographie également, on en apprend beaucoup tous les jours. C'est la fin de ce live, sauf pour les journalistes. Vous restez évidemment sur votre lien pour poser vos questions. Et puis vous, tous les autres spectateurs, spectatrices, vous continuez à vous tenir informés de la course sur le site, les réseaux du Vendée Globe avec le CNES, l'ESA et CLS. Également, rendez-vous à 12h30 dans le Vendée Live avec Edwige Richard. Bonne journée à vous.